Bien, bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour ce webinaire vraiment très spécifique puisqu'il est aujourd'hui le 21 mars, journée mondiale de la trisomie 21, et on voulait profiter un petit peu de l'occasion pour parler de l'autonomie chez les personnes avec un handicap mental, en essayant d'élargir un petit peu aux personnes avec d'autres troubles, que ce soit des troubles cognitifs, que ce soit liés au développement, au vieillissement ou à d'autres histoires de vie. Et donc, avec nous ce soir pour partager un peu leur expérience, leur vision et peut-être aussi d'autres choses. Donc, Frédéric Fortier, donc je te laisse te Ouais, présenter. alors, enchanté. Donc, Frédéric Fortier. Donc, moi, j'ai 41 ans. Je suis papa d'un enfant porteur de trisomie 21. Je suis également, et de 3 enfants. Je suis également chef d'entreprise, entreprise dans laquelle j'embauche un porteur de trisomie 21. En tant que chef d'entreprise, je suis plus exactement notaire, donc je suis à même de traiter notamment ces questions d'autonomie et d'indépendance pour tout type de clients et aussi des clients porteurs d'un handicap. Et enfin, et c'est pour ça qu'il y a un lien sur ce webinaire, je suis aussi président d'une association Team 21 qui a pour but de favoriser la pratique du sport pour les porteurs de trisomie 21. Parce que à titre perso, je suis convaincu que c'est un gros vecteur d'épanouissement et de bien-être pour ces personnes. Voilà, donc on essaye d'œuvrer en ce sens. Voilà, donc moi j'ai été courir samedi, dimanche et aujourd'hui pour Ah ouais. pouvoir faire ça un petit peu. Donc ouais, Ouais, il moi y je a un trouve petit challenge pour la trisomie 21 ce week-end, donc via Team 21. Donc tout le monde a essayé de borner, que ce soit course à pied, marche, nage, vélo. Et je vais essayer de cumuler tout ça ce soir pour battre leur record de l'année dernière. que je te donne mes chiffres alors. Ouais, je vais communiquer dessus. Bah, c'est bien, c'est parfait. Bah, c'est super intéressant parce que du coup, tu auras vraiment une vision assez. Enfin, sur vraiment plusieurs niveaux, puisque tu disais toi-même, sur ces aspects notaires, tu auras forcément Mm. toute la législation aussi qu'il y a derrière, toutes les possibilités. Tu as ton côté aussi de papa. Donc, toutes les inquiétudes aussi en tant que parent, tu Bien sûr, pourras hein. avoir par rapport à ça. Plus du coup ton côté associatif, donc tu vas pouvoir vraiment jouer sur pas mal de choses. Et donc avec nous également ce soir, Mathieu Chevassu. Mathieu, je te laisse te présenter aussi. Ouais, bah du coup, Mathieu Chevassu, je suis psychologue spécialisé en neuropsychologie. Je suis psychologue indépendant en libéral à Haguenau, donc une autre grande ville à côté de Strasbourg, hein. J'interviens voilà, auprès d'enfants, auprès des deux familles d'enfants qui ont des troubles du neurodéveloppement, donc TDAH, le trouble du spectre autistique. Et voilà, j'essaye aussi en tant que professionnel de militer dans différents assos, hein. Par exemple, Virginie de Typique Atypique qui est une asso de famille pareil engagée dans les troubles du neurodéveloppement, dans la sensibilisation à ce que peuvent vivre les familles par rapport à ces troubles, mais aussi du coup vice-président du Raptor Neuropsy, qui est une équipe formée de psychologues qui cherche aussi à apporter une certaine forme de sensibilisation de manière plus ludique, voilà, avec l'aventure d'un petit dinosaure qui s'appelle Hector et qui essaie de sensibiliser aux troubles mentaux, aux troubles psychiatriques, pour aussi voilà, amener, on va dire, quelque chose de plus léger et de déstigmatisant par rapport à ce vécu, parce que bah, justement, c'est des choses qui peuvent déjà être, enfin, c'est déjà des démarches à faire qui peuvent être lourdes, qui peuvent avoir un impact psychologique fort au niveau familial et sur la personne. Et c'est vrai que de pouvoir apporter vraiment cette déstigmatisation, mais aussi pouvoir en parler lors d'événements comme là tu organises Seb, ça permet aussi d'amener ce côté plus, voilà, ce côté plus langue délié. Il y a pas de tabou et voilà, on peut vraiment parler des choses telles quelles. Donc, toi, là, ce soir, tu viendras surtout nous parler d'un cas très précis, puisque tu as Mhm. un patient de 38 ans Ouais, qui a fait un peu la navette entre des apparts, enfin, t'en parleras mieux que moi, mais il était en logement ouais, adapté, puis il est retourné chez lui, ça va pas. Enfin,
et l'autonomie, c'est un peu cette grande question. Ouais. Et on verra qu'on a pas mal bossé là-dessus. Carrément. Et voilà, du coup, tu pourras nous parler un peu de ça. Et donc, moi, je suis Sébastien Serlet, je suis le futur fondateur de Real IT, je suis neuropsychologue, donc, comme Mathieu. Et moi, j'ai beaucoup travaillé en centre de rééducation, donc avec des patients cérébro-lésés, AVC, avec cette question de est-ce que je peux continuer de vivre tout seul? Ça, c'était une question qui était assez importante. Et je suis aussi grand frère d'une sœur trisomie qui a la trisomie 21, qui a 29 ans et qui donc va avoir 30 ans. Et qui, comme comme son frère et sa sœur, souhaite prendre son indépendance. Et donc, mes parents ont fait toutes les démarches et ça a été une difficulté sans nom pour y arriver. Maintenant, se pose la question de sera-t-elle ou pas prête à vivre seule? Et on va voir un peu comment mes parents ont préparé ça et comment aussi, nous, en tant que professionnels de santé, on peut aider. Et peut-être qu'on aura également le regard de Frédéric sur un aspect peut-être plus légal, s'il a 2-3 choses à dire dessus. Comme ça, on verra un petit peu ça. Donc, dans le chat, vous n'hésitez pas à vous présenter, si ce n'est pas déjà fait, à nous dire ce que vous attendez de ce webinaire. Comme ça, on pourra vraiment l'orienter. L'objectif, c'est vraiment que ce soit quelque chose d'interactif. Vous posez vos questions, on essaie d'y répondre en tant que professionnel. Sinon, on met 200 diapos et c'est parti, comme un cours classique. Mais voilà, l'objectif, c'est vraiment qu'on puisse discuter tous ensemble. Voilà, donc le projet est assez simple. Voilà, on commence un petit peu. Alors, je voulais commencer vraiment pour cette question. Est-ce que la trisomie 21, de manière générale, ou en tout cas le handicap mental des gens avec un trouble cognitif, est-ce que c'est un frein à l'autonomie? Je pense qu'il y a énormément d'exemples qui nous montrent que non. J'ai la chance d'aller très souvent à Bruxelles et de croiser Monsieur Duquesne, qui est un artiste trisomie 21, qui a donc joué dans le fabuleux film Le 8e jour, qui est hyper sympathique, qui prend le bus tout seul, qui a son propre appartement. Vous pouvez retrouver plein de reportages où il explique comment il vit, etc. Alors, il y a des choses qu'il ne gère pas, notamment tout ce qui est budget, parce que c'est un peu complexe. Mais en tout cas, il a son autonomie. Après, le problème, c'est que moi, maintenant, aujourd'hui, j'ai plus l'habitude d'un système belge qui est un peu différent au niveau de l'autonomie des personnes handicapées par rapport à la France. C'est un peu, comme on dit, un Eldorado pour les Français. Il y a beaucoup de Français qui viennent emménager ou près de la Belgique pour leurs enfants, pour l'école, parce que la Belgique est fort sur l'aspect inclusif et je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment très intéressant. Et donc voilà, moi je ne pense pas que ce soit un frein à l'autonomie. Après, encore une fois, un des problèmes, je trouve, de la trisomie 21, c'est que d'un enfant à l'autre ou d'un adulte à l'autre, c'est pas des tableaux cliniques très pas classiques, mais toi, Mathieu, de toute façon, tu auras le même cas d'un patient à l'autre, même si on arrive en disant ce patient a la TDAH. D'un patient à l'autre, ça va être complètement différent. Et ce sera exactement la même chose pour des personnes avec une trisomie 21. Si je compare ma sœur avec, par exemple, son amoureux, c'est pas du tout la même chose. Rien qu'au niveau du langage, déjà, il s'exprime pas du tout de la même façon. Et donc, du coup, pour lui, ça peut être un frein. Alors que je pense que, par exemple, pour ma sœur, moi, je la vois totalement autonome, mais certains de ses amis, je les verrais pas du tout autonomes, alors qu'ils ont la même maladie. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est un peu compliqué. Donc, ça, c'est en fait, on a déjà cette variabilité intra-individuelle déjà dans le fonctionnement typique, on va dire. Mais c'est vrai que quand on rentre dans le cadre du développement qui touche la sphère intellect ou le cerveau de manière plus globale, c'est sûr que là, on les voit, elles sont encore plus saillantes, ces différences intra-individuelles, parce que sans doute que voilà, une personne plutôt typique va plus facilement développer des apprentissages, alors qu'il faut plus accompagner d'autres profils. Et donc, c'est vrai que là aussi, mais finalement, en fait, c'est le reflet de. Enfin, finalement, on va dire ça reste logique, puisque il y a la différence intra-individuelle chez tout le monde, que ce soit dans le normal ou dans la pathologie, mais après, c'est vrai que c'est la manière dont il y a des fameuses comorbidités, donc d'autres troubles qui viennent se greffer, qui viennent s'associer, et c'est plus ça, effectivement, qui va rentrer dans le cadre de. Ça va impacter l'autonomie, et encore, quand on parle d'autonomie, c'est tellement large, finalement, on parle de quelle autonomie aussi en soi. Mais,
Frédéric, je pense que tu pourras un peu répondre à ça. Ouais, C'est ouais, que mais en fait, totalement d'accord sur le fait que sur la trisomie 21, il y a vraiment beaucoup de degrés différents d'un trisomique à l'autre. Donc, c'est la complexité du sujet, je pense. Et moi, pour côtoyer de plus en plus de porteurs de trisomie 21, je suis confronté à ça. Et à tout âge, en fait. Et puis, de par mes échanges maintenant avec les parents, amis, fratries de telle personne, moi, personnellement, et bon, c'est pour ça que c'est un peu transversal avec mon métier, c'est que je me rends compte que le sujet de l'autonomie, de l'indépendance, en gros de la responsabilité, moi j'avais déterminé en fait quatre paliers. Celui de l'autonomie financière, avec notamment cette question de la gestion financière, qui est soit à court terme et après avec une vision long terme qui est pas forcément simple. Donc le sujet financier. Après, il y a un autre sujet qui ressort, c'est la question de la responsabilité des actes. Il y a beaucoup de parents qui se posent la question de savoir si leur enfant trisomique qui commet des bêtises plus tard ou maintenant, comment se protéger de ça, parce que c'est vrai que de par leur maladresse, de par leur innocence, etc., ils peuvent commettre des bêtises et ils se posent la question de la responsabilité de leurs actes. Ensuite, il y a tout un pan, et c'est vrai que celui-là, il est super délicat à gérer. C'est tout ce qui touche à l'habitat et à la socialisation, si je puis dire. C'est est-ce que on essaye de viser un habitat totalement indépendant? Est-ce que il est proche des parents? Est-ce qu'au contraire, dans une question de socialisation, le porteur de trisomie 21 préférera être en foyer parce qu'il a ses copains tout simplement et qu'il préfère être pas tout seul. Donc ça, c'est l'habitat, la socialisation. Et le quatrième, c'est bon là, c'est plus à long terme, c'est la protection à terme du majeur porteur de handicap. Où bon là, on est en France et en France, il y a quand même des outils juridiques pour ça, à travers des mandats de protection future faits par les parents, parce qu'en général, c'est quand même le ou les parents qui euh, qui s'investissent beaucoup dans cette question d'autonomie et d'indépendance du porteur de trisomie 21, mais se pose la question de savoir c'est quid quand ils ne seront plus là. Et donc, on essaye d'apporter des solutions juridiques. Voilà, là, clairement, sur les quatre piliers, moi, que je vois de plus en plus apparaître au gré de mes échanges. ouais, effectivement, alors, moi, du coup, j'ai déjà un peu plus de recul. Parce que j'ai 30 ans de pratique, on va dire, de quelqu'un dans ma fratrie qui est cette porte. Mais je sais que mes parents se sont bien évidemment posé cette question. Alors, mes parents habitent en France, donc effectivement, la loi les a aussi un peu accompagnés. Donc, c'était assez intéressant de voir un peu la question du choix qui leur était possible, parce que finalement, est-ce que ce serait peut-être pas aussi à nous, en tant que frères et sœurs, de devenir par la suite euh, les responsables légaux et de prendre le relais de nos parents quand ils seront plus là, etc. C'est pas obligatoire. Il y a plein de choix qui peuvent être faits. Il y a vraiment plein de choses qui peuvent être mises en place. Et donc, je trouve ça assez intéressant. Et c'est des cas qui se posent pour vraiment toutes les pathologies. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant pour nous aujourd'hui, c'était de pouvoir se dire, bah tiens, si ça fonctionne pour ces patients-là, pourquoi on ne pourrait pas faire la même chose pour tel ou tel patient? Comment on peut les protéger? La mise sous tutelle? Je veux dire, des bêtises, ma sœur, elle en a fait. Elle en fera toujours. Mais c'est ça, cette question de responsabilité. Qui est responsable? Ouais. Est-ce que c'est la personne qui aurait profité un peu de la faiblesse? Ça, c'est des choses qui arrivent. Comment le prouver? Si d'un côté, on a une personne en face de nous qui est quand même responsable de ses actes, ma sœur vote, elle a quand même, elle a ses droits, elle a ses devoirs. Ça reste un humain dans la société classique. Donc, et c'est pas évident de se poser cette question, de se dire bah, jusqu'où elle est responsable, jusqu'où les autres vont profiter de sa faiblesse, de plein de choses. C'est des choses tout bêtes. Hein. Je prends un exemple, elle perd son téléphone. En face de son travail, il y a magasin de mobile, pour ne pas citer une grande marque, qui vend des forfaits des téléphones.
Et en voulant bien faire, elle avait perdu son téléphone. Elle s'était dit, faut que je vois, si je trouve des informations pour voir comment je peux faire en sorte de récupérer ces choses-là. Et en face, on a une personne qui, je ne sais pas si elle volontairement s'est dit, je vais pouvoir en profiter, ou si elle s'est dit, bah, je vais lui répondre comme si c'était une cliente normale. Et donc, ma sœur s'est retrouvée avec un contrat de téléphone dont elle n'avait vraiment pas besoin, un nouveau téléphone hors de prix. Mais voilà, on a pu avoir, avec des recours, réussir à renverser un peu, à renverser la chose. Et c'est des choses qui arrivent pour beaucoup plus de fois qu'on ne le croit, que ce soit pour des personnes qui ont des handicaps mentaux ou des gens qui ont des troubles cognitifs. Parce que est-ce qu'ils sont encore 100% responsables de leur acte? Ça, c'est pas facile. Et le problème, souvent, c'est que c'est à nous, en tant que psychologue ou praticien, thérapeute cognitif, c'est de se dire, bah oui, le patient, il a sa responsabilité, mais jusqu'à quel point? Et du coup, est-ce que la loi aussi, elle dit pas, ben, il y a des choses enfin, ça c'est des choses que je pense qu'on peut se poser comme question en tant que patient ou en tant que parent. Ouais. Non, mais c'est clairement ça, c'est la question de l'autonomie et l'indépendance des actes qui est un sujet super compliqué et super variable d'une personne à l'autre. Moi, je vois mon employé Maxence, porteur de trisomie 21, il va être top sur une multitude de tâches en mon entreprise, il va pouvoir gérer tout un tas de choses et on progresse et il gagne en autonomie en tant qu'employé. Sauf que si vous lui laissez une carte bancaire pour aller faire des courses, alors bon, ça va, il n'a pas fait de grosses bêtises, mais vous lui donnez un budget pour acheter des fruits pour les collaborateurs et il va dépenser 3 fois le budget, quoi. Parce qu'il voulait faire plaisir. Mais c'est ouais. Et donc c'est la limite, c'est qu'on les pousse et on veut tous qu'ils arrivent à l'autonomie parce que bien évidemment ça fait partie, je pense, du bien-être et du fait qu'une personne soit heureuse sur Terre, mais ils ne le pourront pas à 100%, je pense, de par leur déficience intellectuelle, parce que ça c'est quand même un caractère commun de la trisomie, c'est qu'ils ont quand même une déficience, donc voilà, donc il y a des garde-fous à mettre en place pour que tout se passe pour le mieux, on va dire. C'est ça qui peut faire peur aussi en général. Ça fait peur, hein, ce mot déficience intellectuelle, hein, de manière générale, parce que c'est vrai qu'on a encore cette chose très ancrée de l'intellect, c'est tout. On a cette société du savoir, cette société de la connaissance, cette société de développer un raisonnement logique, etc. Donc c'est pour ça que finalement, là, les visions très rigides et euh, très testables, on va dire, de ce qu'on entend par intelligence, fait que finalement, quand on se questionne sur qu'est-ce que c'est finalement l'intelligence, et quand on voit justement par exemple le fait que il y en a plein, hein. Là par exemple à Mulhouse, il y a un restaurant qui est entièrement comment dire les serveurs, mais aussi les cuisiniers sont entièrement porteurs de trisomie 21. Et on voit que voilà, alors ok, c'est un fonctionnement qui est propre, mais on va dire que c'est aussi un fonctionnement au niveau du travail qui déjà respecte la personne dans son entité, parce que comme tu disais Sébastien, hein, une personne avec trisomie 21, ok, c'est une personne qui a des difficultés, mais c'est avant tout un être humain, hein, qui a des qualités, qui a des émotions, et ça on a souvent tendance à l'oublier. En psychologie sociale, on parle beaucoup de ces principes. Je sais que par exemple, nous, on avait beaucoup de choses sur l'agisme, le fait qu'on déshumanise les personnes âgées parce que c'est quelque chose, alors je cite, hein, ça fait peur, ça renvoie à des affects négatifs, mais il y a aussi ce côté déshumanisant dans la notion de handicap, ça fait peur, voilà. Il faut qu'on arrive à s'en protéger et on va arriver sur des choses de ce type-là. Et c'est vrai que ces déshumanisations aussi, ça passe aussi souvent par le fait de retirer, on va dire, des affects, retirer des émotions, alors qu'en fait, ces personnes-là vont aussi avoir énormément, en général, d'amour, ils vont être très attachants, ils vont rechercher ils vont rechercher le contact. Et finalement, ça aussi, ça pose aussi notre question à nous de finalement dans notre manière d'amener les choses et dans la manière de construire les choses avec la famille, avec le patient. C'est vraiment d'avoir cette idée enfin, on parle souvent de profil cognitif, mais c'est ça, c'est quoi les points forts de notre patient, même qui est porteur d'une trisomie 21, et ben, en général, c'est le fait de pouvoir apprendre des procédures, c'est super. Donc du coup, ouais, il va y avoir un épanouissement dans le métier, il va y avoir la clinique, c'est quelque chose qui est possible. Et c'est vrai que cette idée, enfin, quand les choses sont amenées comme ça permet de voir
c'est peut-être maladroit dit comme ça, mais ça permet peut-être de voir quand même plus positivement la chose. C'est-à-dire, là, on entend, ok, terme déficience intellectuelle, mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui bloque. C'est fini, c'est immuable, on ne peut plus rien faire. Bah si, en fait, on peut faire plein de choses et justement, il y a des gens qui peuvent avoir une déficience intellectuelle et qui vont, par exemple, moi, j'estime pas que je sois quelqu'un d'intelligent, hein, mais je veux dire qu'il va me surpasser dans le domaine de la cuisine, qui va me surpasser dans le domaine des connaissances je sais pas, en herboristerie, dans le jardinage, et voilà. Et en fait, c'est vraiment ça, je pense, le truc qui est important, c'est de rechercher, de valoriser la force chez ces personnes-là. Et des fois, voilà, ça nous emmène un peu plus loin que les théories qu'on peut avoir dans les universités, quoi. Mais ça reviendra toujours à cette question de que mesure vraiment le QI, quoi. Parce que si c'est juste un chiffre qui te dit, bah, si tu as autant, tu es déficient mental, si tu as autant, tu es surdoué ou tu as haut potentiel, etc. Moi, je trouve que c'est un peu bête de réduire à ça, alors qu'en fait, finalement, le plus intéressant, c'est le profil derrière. Le profil d'apprenant, le profil d'adaptation. Moi, je veux dire, comme tu dis, effectivement, tu te dis, comme tu n'es pas une personne intelligente, mais sur certaines choses, moi qui te connais, bah, tu es bluffant, tu vois. Sur certaines choses, bah, tu me bluffes. Sur d'autres, je ne veux pas dire que tu me déçois. Sur certains jeux de société, c'est plus dur. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que d'une personne à l'autre, on a des profils qui vont être complètement différents. Alors, le problème, souvent, c'est que ça va être peut-être des aspects un peu langagiers. On se dit, bah tiens, cette personne a du mal à s'exprimer, elle a du mal à compter, etc. Alors qu'elle est peut-être capable de faire d'autres choses ou elle a une autre façon de faire. Et ça, du coup, c'est ça qui est un peu dommage dans le QI, c'est que si on s'arrête simplement à un chiffre, et on dit, bah, cette personne-là, elle a autant de QI. Et effectivement, on se dit, ah, ça va vraiment pas être facile parce que, tu vois, et tout de suite, ça met des freins directs. Juste ce chiffre, je pense, met des freins directs. Et le problème, c'est que c'est quelque chose qui existe encore aujourd'hui, c'est de se dire, bah, le QI, c'est un peu le passeport vers le QI, ou en tout cas, les tests classiques que nous, on utilise en neuropsychologie sont un peu les garde-fous vers l'autonomie, et moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Bah, Et c'est ça. dire que Le truc qui est bien aussi, j'aime bien toujours redire aux parents ou aux gens qui veulent faire ce test de QI, historiquement, c'est Alfred Binet qui a créé ce test vraiment sur demande de l'Académie française pour distinguer qui est apte au système scolaire et qui ne l'est pas. Donc vraiment, de base, c'était cette idée de dichotomie c'est qui ça. peut, qui peut pas pour. Alors l'idée c'était d'adapter la scolarité pour ceux qui ne pouvaient pas et poursuivre dans une scolarité normative pour ceux qui le peuvent. Et après, c'est vrai que la psychologie a commencé à prendre le test en se disant il y a peut-être un intérêt clinique, et voilà où on en est actuellement. Et finalement, c'est triste, hein, il y a beau avoir 5 indices maintenant pour calculer un test de QI, bah, on reste toujours quand même sur cette idée de c'est un chiffre qui résume, qui résume tout. Et c'est vrai que il y avait une collègue qui me donnait une remarque très intéressante, elle me disait mais là, est-ce que tu pourrais me donner un chiffre qui reprend tes mensurations de pied, ta taille de buste, le tour de ta tête, ta taille de tes mains? Bah, en fait, non. Oui, effectivement. Et en fait, c'est un petit peu ça ce qu'on fait, mais au niveau de la cognition. C'est ça. On va laisser Frédéric présenter son association qui est vraiment intéressante et qui gagne à être connue. Donc pour ceux qui seraient intéressés, il y a un petit call to action en haut, du Marketing 21. Donc vous pouvez aller cliquer sur la page Instagram et suivre un peu tout ça. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. On va essayer d'y répondre en même temps. Je vois qu'il y a merci Sébastien de la mettre en lumière de par ce webinaire. En fait, l'idée, c'est que jeune papa d'un enfant porteur de trisomie 21, moi, ma réaction, parce que ce que je dis à tout le monde, c'est que c'est un traumatisme, hein, faut pas se mentir. Ma réaction, ça a été l'action. Et ce que je fais le plus dans la vie, c'est travailler et faire du sport, en dehors de la vie familiale, bien sûr. Et donc, j'ai essayé de m'investir sur ces deux sujets. Donc, le travail, c'est vrai que j'en ai parlé pas mal déjà avec l'embauche d'un enfant, enfin d'un enfant, 31 ans, un porteur de trisomie 21, et j'essaie de communiquer un maximum sur les réseaux sociaux sur cette embauche et les bienfaits que ça a apporté à ma trentaine de collaborateurs en termes de richesse humaine. Donc ça, je le fais et
pas mal de confrères, notaires, avocats qui se tâtent pour, pour faire de même. Et à côté, donc le sport, c'est vrai que je pratique pas mal de sport et l'idée, assez rapidement, c'est que pour m'intéresser sur le sujet au sein des réseaux sociaux, je me suis rendu compte que le sport pour ces personnes porteuses de trisomie 21 était un vrai vecteur d'épanouissement, de progression moteur, psychomoteur, social, etc. Je leur ai dit, bon, il faut qu'on les mette en avant, il faut qu'on les aide à faire du sport, puisqu'il y a dans ces familles des moyens divers et variés. Et donc, c'était de permettre à tout porteur de trisomie 21 de faire le sport qu'il voulait et puis de l'aider dans sa pratique. Donc, j'ai créé il y a 1 an et demi l'association Team 21 et donc dont l'objet est vraiment de favoriser la pratique du sport pour ces personnes-là. Donc j'essaye de les rencontrer, d'échanger avec eux, d'échanger avec les parents, les frères et sœurs, à travers les réseaux sociaux, puis après en direct, pour, c'est assez simple, hein, d'acheter du matériel neuf pour avoir une meilleure pratique, les conseiller, parce que parfois ils sont un peu démunis sur le fait que leur fils ou leur fille peut pas rejoindre un club dit classique avec des gens dits normaux. Donc on va essayer de donner des conseils et puis de trouver une structure adaptée. C'est d'essayer, bon là, de créer des événements comme ce week-end où il y a vraiment une ferveur derrière ça pour une noble cause où les gens mettent un petit peu de sous, ils peuvent courir, nager, marcher, etc. Et on essaie de communiquer dessus. C'est les mettre en avant sur les réseaux sociaux et notamment Instagram pour parler d'eux, dire ce qu'ils font parce que souvent, et comme disait Mathieu, c'est des gens qui sont capables de choses extraordinaires. Hein, pour exemple, on a quand même un trisomique de 21 ans qui, l'année dernière, a fait un Ironman. C'est quand même la capacité à enchaîner 4 km de natation, 180 km de vélo et un marathon, donc tout ça dans la même journée, en 16 heures d'effort. Donc il l'a fait. Donc, et ça, je peux dire que bon nombre de personnes dites normales ne sont pas capables. Donc voilà, c'est mettre en avant le sport chez les trisomiques, parler d'eux, et puis après, moi, ce que j'aimerais, c'est essayer de faire des rencontres avec des sportifs de haut niveau et puis d'échanger parce que je trouve que et mon embauche a été juste une confirmation, c'est que on a besoin d'échanger avec des gens différents et que la différence est une richesse quoi, richesse humaine. Donc voilà, on essaye d'œuvrer sur différents plans et c'est vrai que depuis 1 an et demi, je suis super content. On a vraiment des retours sympas et on essaye de faire en sorte que cette association perdure et puis rendre ces porteurs de trisomie 21 super heureux quoi. Non, mais de toute façon, c'est ce qu'il faut, hein. Je pense que le sport, c'est essentiel. Le copain de ma sœur, lui, il fait du tennis de table, mais quand même à haut niveau. Il pousse un petit peu. Donc, bon, forcément en e-sport, mais il y a ça. Est-ce que c'est pas aussi l'occasion parfois des Jeux Olympiques de profiter aussi un peu de ces tremplins visibles? Alors, je sais que pendant quelques temps, il y a eu quelques petites interdictions par rapport, je crois, aux personnes porteuses de Et trisomie en fait, 21. à la suite des Jeux Olympiques je sais plus, je vais me tromper, mais il y avait eu tout un scandale parce que et ils avaient constitué une équipe de basket avec soi-disant des déficients mentaux et c'était l'équipe d'Espagne. Et finalement, ils ne l'étaient pas après contrôle. Donc, à l'issue de ça, c'était il y a une trentaine d'années, on avait exclu notamment les trisomiques des Jeux Olympiques. Et donc, ils sont revenus, mais par la petite porte, avec seulement un nombre d'épreuves limité. Je crois qu'on parle de juste l'athlétisme et la natation. Justement, ça fait partie aussi des combats qu'on peut avoir au sein de l'association Team 21. C'est plus on va en parler, plus ils auront le droit d'accéder aux Jeux Olympiques comme tout être humain en fait. Donc voilà. Mais cet exemple, enfin, c'est vraiment la preuve que finalement, on peut facilement devenir déficient mental et passer. C'est ça. C'est quoi la question? C'est quoi être déficient mental finalement? Si Parce c'est qu'il juste n'y a un pas score de QI, euh, on peut très bien prendre n'importe quel athlète et faire en sorte qu'il le rate et devient déficient mental. de. Après, la trisomie 21, il y a des signes physiques aussi. Donc, je pense que ce serait encore différent, mais comme on les a englobés dedans, forcément, on se retrouve. Mais c'est intéressant de voir ça. Et du coup, est-ce que les personnes, quand ils viennent faire du sport avec vous, etc., est-ce qu'ils sont
demande justement d'acquérir une autonomie, mais est-ce que, par exemple, ils viennent par eux-mêmes faire du sport? Après, je crois que tu es en région parisienne, donc Ouais. c'est peut-être les transports en commun, c'est pas toujours simple. Non, mais je me déplace sur la région parisienne, donc je me déplace et puis je prends vachement de nouvelles d'eux à travers leur petite compétition locale et tout. Donc on essaye de garder le lien. Et puis quand ils Ok. sont sur Paris, bah moi je cours beaucoup, donc bah, on n'hésite pas à courir un petit peu et puis d'échanger surtout, voilà, sans vider de bien évidemment, c'est pas d'en faire des champions, hein, c'est pas un club qui vise la performance, mais c'est vraiment le bien-être. Ouais, c'est bien que tu puisses quand même lier le côté bien-être avec le côté autonomie pour ces personnes-là, parce que, comme tu disais tout à l'heure, ce sont des êtres humains qui ont des envies, qui ont des besoins. Et en fait, c'est ça la question, c'est est-ce que finalement on n'évaluerait pas plutôt leurs besoins et on essaierait d'y répondre favorablement pour augmenter leur bien-être? Qu'est-ce que ça leur apporte? Du bien-être, tout simplement. Et c'est ce qu'il faut. Finalement, c'est ce qu'il faut. Et des gens bien heureux. Et je pense que oui, effectivement, Moi, ça mon peut être. constat, c'est de se dire, bon, j'ai un fils qui est très jeune, donc on est au balbutiement du concept, hein, mais je me suis dit, il est bien dans son corps, il développera une confiance en lui qui fera qu'en société, peu importe son pseudo handicap mental, il sera là et il pourra donner le change avec toute personne, en fait, et il sera parfaitement intégré à la société. Voilà. Parce que on fait tous des efforts pour l'inclusion, mais je ne cesse de dire que le propre du mot de l'inclusion, c'est qu'on l'utilise plus en fait. Donc, Ouais, c'est ça. donc, il n'y aura plus d'inclusion, c'est qu'on aura gagné le, le combat. Donc voilà, je pense que le sport, au même titre que l'éducation, au même titre que les activités artistiques, et au même titre que le travail, sont des vecteurs pour acquérir le maximum de bien-être et donc d'autonomie. Ouais, puis Mais le corps est important aussi, hein, de manière générale. On va dire le fait d'utiliser le corps, d'investir le corps, et c'est aussi quelque chose qui est important et qui s'inscrit aussi finalement au niveau des apprentissages, hein. Enfin, Bah, moi, la psychomotricité, la kiné, et le sport chez nous en famille, trois sujets qui sont primordiaux pour nous et on a vu les progrès immenses que mon fils a fait avec ça. Mais enfin, de toute façon, il y a pas de secret, hein. Plus on va les stimuler et plus on va leur permettre d'être le plus proche possible d'avoir une vie normale ou celle qu'on appellerait typique, enfin qui ressemblerait à quelqu'un qui aurait une vie typique. C'est un problème qu'on a toujours avec nos patients, c'est qu'ils disent je veux retrouver ma vie d'avant, ma vie normale. Mais la question, c'est ça, c'est quoi votre vie normale aujourd'hui? Peut-être que cette vie normale, elle doit être différente. Ou peut-être que la vie que vous aviez avant, elle n'était pas normale. Donc, voilà, après, c'est ça, c'est correspondre un peu à leurs objectifs. Comme tu dis, effectivement, toi, c'est un petit bout. Donc, forcément, il n'est pas encore dans ces questions-là, mais ça viendra. Moi, tu vois, par exemple, ma sœur, le sport, ça va 5 minutes, quoi. C'est Ouais, mais pas. au moins elle a fait son choix. Enfin, Mais, mais après, elle y va une fois par. Elle y va quand même. Elle a fait de la Zumba, elle s'est inscrite dans des clubs de sport. Quand mes parents vont marcher, elle va marcher. Enfin, elle fait plein de choses quand même. Elle est active. Mais bon, si elle peut rester peinard, tranquille, mais ça comme va. tout être, je dirais binomique, parce que moi, non, maintenant, Ouais, j'aime bien cette comparaison, les trisomiques et les binomiques. ouais, c'est ça. Il y a des binomiques qui sont feignants et qui font pas du tout de sport, et puis ils vont très bien, hein. Donc voilà, après, en tout cas, c'est de leur donner plusieurs cordes à leur arc, et après, ils font leur choix. Mais c'est bien justement de pouvoir leur laisser ce choix, parce que finalement, le choix, c'est aussi ça, être autonome, c'est de pouvoir choisir entre ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai pas envie de faire. Moi, ma sœur, elle préfère regarder le sport à la télé, elle va au stade, ça lui va très bien, elle est très heureuse comme ça. Je pense qu'il en faut pas plus, donc voilà. Mais pour elle, ce serait par exemple un crève-cœur si elle pouvait plus aller au sport, mais pas pour en faire, mais au moins pour le voir. Donc effectivement, c'est pas mal.
Donc, ouais, moi, tu as vu, tu as un bravo pour ton association. Bravo. Pas assez de sport à l'école, matière qui n'est pas valorisée. Donc là, c'est un problème qui, je pense, dépasserait nos compétences. Mais effectivement, Bah s'il y a des... déjà, moi, le sujet, c'est bon, on a de la chance à Paris. On a pu, par exemple, pour l'année prochaine, intégrer mon fils à une école dite normale, donc avec un cursus normal, avec bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais avec une AESH qui va l'accompagner aussi. Mais un des sujets qu'aimerait s'approprier Team 21, ça va être dire effectivement plus de sport et du sport adapté au sein de l'école, quoi. Voilà, s'adapter à différents profils au sein de l'école pour donner confiance. Voilà. Oui, c'est ça, parce que alors en IME, eux, ils vont faire du sport adapté parce qu'il y aura tout ce qu'il faut, mais je pense que dans les écoles, ça va être peut-être un peu plus compliqué. Alors après, je pense qu'en maternelle, souvent, ils intègrent assez facilement des écoles maternelles Ouais. dites typiques, classiques. Donc là, le sport, souvent, c'est de la psychomote. Et Mm. voilà. Puis de toute façon, Mathieu, si je ne me trompe pas, les courbes entre le développement typique et atypique chez les trisomiques 21, ils s'écartent pas tout de suite. Non, c'est pas tout de suite, Ouais, effectivement. c'est un petit peu, je sais plus vers quel âge, mais les deux courbes de développement C'est à partir du mi-primaire, hein. Ah ben moi, tu vois, j'aurais dit 2 ans. Après, l'écart, la question, ça va être l'écart, à quel moment il va vraiment être Ouais. perceptible sans forcément aller dans les détails, quoi. Mais j'ai l'image d'une courbe comme ça qui commence et qui finit par s'écarter avec des différences de développement. Mais bon, ça c'est pas important. Mais effectivement, le sport c'est essentiel pour la santé, pour Mm. l'inclusion. Je veux dire, on le voit hein, dans tout dès qu'il y a des actes à travers le monde, le sport s'en mêle, que ce soit pour les conflits, que ce soit pour le racisme, pour les maladies, tout ça, ce sont des choses qui peuvent fédérer aussi. Donc c'est ça qui est Non mais intéressant. Donc je le vois la portée de Chris Nikic, qui est le premier donc trisomique à avoir fait un Ironman. Elle a été alors c'est un micro-milieu etc. Mais elle a été énorme. Hein. Il est quand même suivi par 120 000 personnes maintenant sur Instagram. Des marques maintenant le sponsorisent, le suivent. Il est considéré maintenant comme un athlète. Il fait des conférences. Voilà. Et alors, loin de moi l'idée d'en faire des stars et des têtes d'épingle voilà, c'est pas élitiste du tout, mais le sport fait avancer les choses et notamment chez les enfants porteurs d'un handicap. Oui, puis après, on peut tout à fait aussi en faire une star au vu des. On va dire, même outre le handicap, hein, je veux dire, le fait de pouvoir faire ce type d'exploit sportif, c'est énorme, hein. mais est-ce que maintenant, c'est pas aussi devenu un peu un outil marketing quand même? Parce que j'ai quand même l'impression que ce côté, comme tu sais, inclusion était aussi fort présent maintenant dans les publicités où on voit de plus en plus d'enfants trisomiques qui deviennent mannequins. Je pense Oui. à Victoria qui est assez célèbre, qui est considérée comme top modèle. Alors là-dessus, Euh, moi excuse-moi, je t'ai coupé, mais Vas-y, vas-y, vas-y. là-dessus, j'ai un raisonnement, c'est que au même titre que des personnes ou des entreprises s'investissent sur le domaine de l'écologie et que ça fait bien maintenant qu'une entreprise est une démarche RSE, voilà, maintenant on est aussi sur des démarches d'inclusion professionnelle. Alors oui, on va pas se mentir, il y a des aspects marketing et que embaucher une personne porteuse d'un handicap ou trier ses gobelets plastiques, c'est très bien et ça donne une bonne image de l'entreprise. Donc il y a un aspect marketing, mais au final, ça sert quand même la cause, quoi. Ça, Ouais, bien ça, sûr. ça sert le truc. Donc qu'ils le fassent pour des bonnes ou peut-être des moins bonnes raisons, au final, Ils le ça, font. ça sert la cause, donc ça me va. Parce que, ouais, des exemples, on peut en citer. Je crois que l'année dernière, il y a 2 ans, 3 ans, il y avait une personne trisomique qui rêvait de présenter la météo. Oui, Et oui, je crois qu'elle avait pu le faire sur TF1, ça avait été fait, oui. etc. Mais du coup, je trouve ça dommage que ce soit un peu des one-shots et que une fois que c'est passé, on n'en parle plus trop. Et ça fait un peu buzz et puis Et c'est voilà. Mais ça.
Bon, au final, ça permet d'en parler, ça permet des choses, ça permet une avancée, ça permet que la trisomie soit plus traitée comme elle l'était dans les années 60. Hein, Mais donc voilà, ça sert le truc. Donc, ça me- dans un sens, ça sert quand même, quoi. Ça va, parfait. Bah, écoute, merci pour ton expérience, pour tes retours. Je ne sais pas Bah, si je vous vous avez en des prie, puis questions pour. merci de cette initiative qui fait là encore avancer les choses. Donc c'est cool. En tout cas, tu peux rester. Je ne te mets pas à la Je vais porte, rester mais une dizaine de minutes et après j'ai une ça va. obligation Bah oui, professionnelle. je me doute bien que ça va être assez. Je regarderai le replay avec intérêt. Ça va, bah, je te l'enverrai dans ce cas. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions pour Frédéric. On va laisser un tout petit temps comme ça. Et après, on répondra à la question qui a été posée. Là, je pense que ça, Mathieu pourrait nous aider à répondre à cette question. Je ne sais pas si tu l'as vu, Mathieu. Ouais, j'ai vu. Ça va. Bon, bah écoute, je te laisse. Je ne sais pas si tu te sens d'y répondre. C'était la question de la Q et le Q, hein, Ouais, c'est ça. par rapport au TSA. Question Alors, est. par rapport à est-ce qu'il existe des questionnaires similaires pour la trisomie 21, C'est ça. En ça, je fait, saurais pas dire que c'est des critères cliniques, en tout cas, hein. S'il y a des particularités génétiques, il y a enfin, voilà, il y a un cariotype à faire, il y a des examens, en tout cas, parce que l'autisme, ça va plus être vraiment un trouble un peu à l'image du TDAH, où on recherche une symptomatologie clinique par l'interrogatoire, par les observations au quotidien, les difficultés du patient. Donc on n'est pas forcément sur la même chose. Autant pour la trisomie 21, c'est validé par un cariotype qui indique qu'il y a bien effectivement trois chromosomes au niveau du locus 21. Par rapport au TSA, justement, il n'y a pas cette possibilité de faire des prises de sang à un cariotype pour déterminer le TSA. Donc, c'est en ça que, on va dire, il y a des outils qui sont développés pour pouvoir être plus ou moins sensibles. Donc là, quand je dis sensible, c'est plus une qualité psychométrique d'un test qui est censé être spécifique dans sa manière d'évaluer les choses, c'est-à-dire voilà, que tu sois sensible au TSA et pas sensible, je sais pas, je veux dire un truc au pif, à la dépression, par exemple, voilà, que le résultat soit plutôt juste. après, je pense que la question, c'était surtout pour rebondir au fait que si on excite le score de QI, on peut obtenir des profils d'apprenants ou avec certains quotient, alors sorti du quotient intellectuel, mais un quotient émotionnel. Donc là, ici, quotient autistique, et peut-être qu'il y aurait aussi des niveaux, entre guillemets, chez des personnes trisomiques 21, parce que nous, en psycho, en tout cas en neuropsychologie, on aime bien classer. Oui. Et c'est le problème, c'est que si on classe tous les trisomiques 21 dans le même panier, euh, c'est pas possible. Non. Et peut-être qu'effectivement, la question, c'était de savoir est-ce qu'il existait justement, de dire, bah, tiens, trisomique 21, mais je sais pas, pour moi, ça n'existe pas, mais de type A, type B, type C, où on se dirait qu'en fait, finalement, il y a l'autonomie qui est possible, pour d'autres, l'autonomie ne serait pas possible. Je pense que là, il y a beaucoup trop de facteurs qui rentrent en compte. Est-ce que, quel est le niveau d'intelligence de base? Ouais. Mine de rien, on fait quand même un QI, mais moi, je connais le score QI de ma sœur. Je suis désolé, il ne reflète pas du tout ses capacités. Mais voilà, ça c'est une discussion qu'on peut avoir. Est-ce que le QI reflète vraiment les capacités des gens? Ça, c'est un autre débat. Euh, mais oui, effectivement, je pense que pour des personnes trisomiques 21, au même titre que des personnes qui vont avoir les mêmes troubles au départ, n'auront pas forcément le même vécu, le même parcours, la même histoire. Et c'est en ça que c'est extrêmement intéressant de voir toujours ce parcours avec les patients, de les voir sur un peu plus longtemps pour vraiment prendre en compte une évolution possible. Et peut-être qu'une personne, ben, au départ, on pourrait se dire, ouais, ben, les trisomie 21, elle a un QI très faible, je pense que l'autonomie, ça va être compliqué. Et pareil pour des personnes âgées qui commencent à être, on est dans la dégradation, ouais, plus on va avancer, plus ce sera compliqué. Mais peut-être aussi que finalement, une mise en situation, ou en tout cas une évaluation plus objective du handicap serait pertinente. Tu Ouais. as vu la transition pour ton sujet. Créons un outil. Alors, Elina nous dit, en créant un outil adapté comme Monsieur Fortier sur l'autonomie, tout un chacun serait beaucoup plus intéressant. Mais tout à fait, Elina, l'objectif, c'est vraiment d'avoir des outils plus adaptés euh, aux questions qu'on se pose. Parce que là, si on se pose la question de l'autonomie, on ne peut pas répondre avec des questionnaires. Si je prends l'IADL, c'est quoi? C'est 8, 12 items, enfin c'est une dizaine d'items grand max. Allez, dans le meilleur des cas, on peut pousser à 30 items sur un questionnaire.
Et à partir de là, on doit dire si cette personne elle serait apte à vivre ou pas. Après, tout l'aspect clinique derrière, mais qui est très, très, très compliqué. Mais du coup, on va pouvoir un peu rebondir sur ton cas, pas ton cas, ton patient. Donc, Mathieu, je te laisse la Ouais. parole pour nous parler un peu de ton patient de 38 ans. Là, c'est vrai que la transition est toute bonne, puisque c'est vrai que l'idée, c'est que finalement, mais ça, c'est indépendamment de la condition pathologique, on va dire, mais c'est souvent voilà, cette idée du système. C'est quand on fait le diagnostic d'une personne ou quand on prend en charge une personne, on prend en charge la personne, mais il ne faut pas la considérer en dehors de son environnement. C'est aussi en ça que les outils ou les choses qu'on peut mettre en place, si tout ça ne sont pas pris en compte, on va pas très loin. Donc c'est là aussi le fait, par exemple, d'avoir des ressources au niveau familial, d'avoir une disponibilité, avoir une fratrie, avoir toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont aussi importantes dans ce travail sur l'autonomie. Et donc c'est vrai que là, par rapport à mon patient, donc voilà, c'est un jeune homme, il est encore jeune, que j'ai rencontré voilà, pour une évaluation qui m'a été demandée par son lieu de travail, hein, pour justement avoir un petit peu une idée de voilà, quel est le profil, parce que l'organisation est difficile, il y a des difficultés au niveau du quotidien, puis voilà, il y a des, comment dire, des choses au niveau de l'organisation qui sont compliquées, qui, là aussi, à nouveau, hein, quand on a cette notion de handicap, il va aussi avoir les difficultés, elles vont peser pour le patient, mais elles vont aussi pouvoir peser pour la famille, par exemple. Parce que ce patient-là, en question, voilà, a vécu dans un, a vécu, on va dire, en foyer, puis après il est retourné à la maison. Et donc voilà, il y a toutes ces questions d'autonomie, et puis aussi de peur de l'avenir, hein, finalement, qu'est-ce que, qu'est-ce que va donner son autonomie le jour où les parents ne seront plus là, enfin voilà, toutes les choses qu'il peut y avoir au niveau du questionnement systémique. Et donc du coup, bah là, effectivement, moi je me retrouve avec mes petits outils de neuropsychologue, de bons neuropsychologues habituels, donc c'est-à-dire, bah voilà, quand on fait le point sur ces questions-là, bah, qu'est-ce que j'ai de disponible? Bah, bon, bah, on va faire un QI et on va faire un bilan neuropsychologique pour voir la planif, l'organisation, l'intellect, voilà, pour avoir un petit peu une idée de tout ça. Et puis bon, bah effectivement, hein, quand on rencontre une personne qui présente des difficultés, bah voilà, on va sélectionner selon la bonne méthode neuropsychologique, hein, les outils adaptés, ce dont on veut rechercher les forces et les faiblesses. Mais après, comme je le dis souvent, en général, quand on vient parce qu'il y a des difficultés, bah, les tests vont effectivement montrer en général des difficultés. Après, en fait, qu'est-ce que montrent les tests? En fait, bah, ils montrent des performances psychométriques, ils montrent des notes, ils montrent voilà, des choses qui sont comparées à la norme. Alors, ouais, bon, ok. Donc, du coup, là, l'évaluation est faite. Donc, effectivement, il y a beaucoup de fragilité dans différents points. Et oui, bah, finalement, là, enfin, voilà, qu'est-ce que je peux proposer, qu'est-ce que je peux proposer à mon patient à partir de là? Puisque finalement, en termes de ressources, en termes d'outils, en termes de choses qui sont disponibles, bah, voilà, on est très limité au niveau neuropsychologique. Et donc, du coup, c'est là que bah, voilà, j'avais rencontré une première fois Sébastien pour pouvoir bah voilà, discuter de qu'est-ce qui pouvait être réalisé en termes de remédiation, en termes d'accompagnement des patients par rapport au quotidien. Et voilà, bon, moi, je me suis déjà renseigné sur certaines choses. Il y avait le neurofeedback qui pouvait sembler intéressant. Et puis, il y avait aussi, voilà, je vous ai un petit peu parlé de la réalité virtuelle, mais bon, je ne savais pas trop ce que ça pouvait être, ce dont on pouvait faire. Et donc, bah, finalement, là, bon, j'étais effectivement aussi un petit peu paumé dans l'utilisation du logiciel. Donc, avec Sébastien, on s'est rencontrés pour pouvoir voilà, comprendre un petit peu comment je pouvais créer quelque chose de vraiment adapté pour mon patient. Parce que l'idée, c'est que vraiment, au niveau du quotidien, là maintenant, on va dire, on a fait toute la partie test. OK. En gros, est-ce que ça m'a appris des choses sur la plainte de mon patient? En soi, à part avoir des notes standards et voir que des performances n'étaient pas bonnes dans des domaines de la cognition, en soi, bah, j'aurais pu très bien juste me baser sur ce que le patient me disait. Et parce qu'en gros, lui, c'est quoi sa plainte? C'est bah, j'ai du mal à m'organiser, j'ai du mal à prioriser, j'ai du mal à prendre des décisions,
Voilà, donc là, c'est quelque chose de très concret que le patient a pu me dire. Et ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles je vais pouvoir travailler. Qu'en soit, moi et comme le patient, je pense qu'on s'en fiche de lui faire gagner 10 points de QI, 30 points de QI à des tests. Nous, ce qu'on veut, c'est plutôt que le patient soit bien, que ça diminue son anxiété. Et donc, du coup, pour ça, il faut pouvoir créer des choses qui sont sur mesure. Alors là, c'est vrai qu'au niveau neuropsychologique, qu'est-ce qui se passe? Au niveau neuropsychologique, créer des choses sur mesure, c'est un peu compliqué. Alors, il faut faire preuve de beaucoup, ou alors il faut faire preuve de beaucoup de créativité. Mais en tout cas, au niveau des outils normés et on va dire protocolisés, on ne peut pas forcément bien adapter les choses. Et donc, du coup, là, l'idée au niveau de ce qu'on a pu créer ensemble au niveau du logiciel, c'était vraiment de pouvoir mettre en place des situations pour pouvoir aider mon patient à développer de l'autonomie, à développer une automatisation des tâches, une automatisation de ses routines, justement pour l'accompagner au fur et à mesure dans des choses adaptées. Et donc l'idée, c'est que dans cet environnement virtuel qu'on a pu aménager au départ, vu qu'il y a des difficultés d'organisation, on va vraiment pouvoir agir sur l'indissage. On va vraiment l'indicer, là il y a des difficultés pour mon patient, il ne sait pas forcément où on va remettre les choses, où on va remettre les choses en place. Et ben, je vais pouvoir mettre des petits indices visuels, comme ça dans un premier temps, comme ça il découvre le logiciel, on travaille ensemble ces choses, et puis après l'idée, c'est qu'au fur et à mesure, je viens complexifier ce scénario-là qu'on a créé ensemble en enlevant des indices, en rendant la tâche un peu plus difficile, par exemple, pour lui demander de la faire plus rapidement. Et le but, finalement, c'est d'essayer au fur et à mesure de lui faire voir déjà qu'il a des compétences, parce que là, effectivement, là, on fait ensemble un bilan neuropsychologique, il me rappelle des difficultés. Au niveau du quotidien, il y a des difficultés, il y a beaucoup de craintes. Alors, je vous laisse imaginer l'anxiété qu'il peut y avoir derrière, le fait je ne suis pas capable, je ne vais pas y arriver. Et là, l'idée aussi d'être dans un environnement plutôt virtuel, c'est aussi d'avoir cet avantage-là. C'est cet avantage de pouvoir valoriser les choses, vraiment bien structurer les choses pour vraiment, voilà, on est dans un cadre, on essaie d'amener les choses le plus rigoureusement possible, le plus normé, on va dire, possible, puisque c'est un environnement qui est standardisé. Et donc, du coup, ça aussi, c'est des choses qui vont pouvoir rassurer le patient et on va pouvoir vraiment revenir dessus au fur et à mesure, voilà, quand il y a de l'angoisse, quand il y a un questionnement, quand il y a une stratégie qui n'est pas forcément adaptée, là, du coup, on va vraiment pouvoir revenir et travailler dessus. Et donc, du coup, c'est vrai que ça, c'est vraiment quelque chose au niveau de l'accompagnement des routines, on va dire, de mon patient va vraiment être, qui va vraiment pour moi être adapté et pertinent et où je retrouve tout à fait là la place que je peux avoir moi en tant que rééducateur dans la neuropsychologie. C'est ça, c'était un peu l'objectif, la commande. C'était cette fameuse routine du matin à mettre en place pour le patient, du réveil jusqu'au moment où il part au travail, avec tout le côté timing aussi un peu à respecter, avec un décompte qui arrivait, je crois que c'était toutes les 2 minutes. On avait un petit rappel du temps qui passait. Je pense que tu as déjà tout dit. Je vais lancer la vidéo. Et, Ouais. et voilà. Alors, cette vidéo-là, Mathieu, il fait un commentaire dessus. Je ne le mets pas dans ce format-là parce que sinon, il y aura trop de son, ça va être compliqué. Mais pour ceux qui veulent, elle sera dispo demain à 18h, à partir de 18h, je crois, sur la chaîne YouTube de Real IT. Et donc, tu as toi-même créé ce scénario de toutes pièces. Ouais, avec mes petites mimines. Ouais, avec tes petites mimines. Donc, la preuve que toi, tu n'es pas développeur. Donc, tu es capable. Non, moi je suis. Non, je sais pas faire grand-chose au niveau. Enfin, bon, je suis pas non En tout plus cas, un mammouth, mais je veux dire. tu as fait quelque chose de bien. On va montrer un petit peu ici les objectifs. Donc, je crois qu'on est en première étape. On a passé par l'aspect pipi room. Tout est fait. Et là, maintenant, c'est. Ouais, ça, c'était pas important. C'était par rapport aux portes. Ok. Donc, là, la première étape, on t'écoute. Ouais, donc du coup, là, l'idée, c'était d'essayer vraiment de modéliser voilà, le petit-déj, on se lève, il y a une mise en situation. Et donc, du coup, l'idée, ça va être voilà, vraiment, il y a des consignes qui vont être données à mon patient pour pouvoir le guider au mieux. Alors, l'idée, c'est pas du tout de le laisser devant l'ordi enfin, devant l'écran et me dire, bon, hop, je vais taper des comptes rendus à côté. Non, non, hein. L'idée, c'est vraiment d'être à côté. Et simplement, voilà, il y a ce texte pour pouvoir séquencer. Parce que finalement, on dit tout le temps dans les bilans neuropsychologiques, par exemple, je sais pas, dans le TDAH, l'enfant, il a des difficultés d'attention, il faut séquencer les activités. Ouais, ok, mais euh,
comment on fait, et voilà. Donc l'idée là, c'est vraiment ça, c'est d'essayer d'apporter un séquençage des activités. Voilà, donc, du coup, je vais devoir préparer mon café. Qu'est-ce que je dois faire? Ah bah, du coup, déjà, un, je vais chercher ma tasse. Ensuite, deux, je vais mettre ma tasse sous la machine. Ensuite, je vais allumer ma machine. Ensuite, je vais faire telle et telle étape. Vraiment, l'idée, c'est de pouvoir apporter cette structure, cette automatisation et ce guidage. Donc là, c'est vrai qu'on est dans une version très guidée, où il y a justement les petits indicateurs visuels, toutes ces choses-là qui sont là pour attirer le regard et aussi bah, l'amener à pouvoir voilà, découvrir l'environnement. Et ensuite, c'est justement ces choses-là qui vont pouvoir être enlevées au fur et à mesure pour, alors, nous, on va dire ajouter de la difficulté, mais finalement, ça va plus être qu'ajouter de la difficulté, ça va plus être pour le rapprocher de l'automatisation d'actes du quotidien. Vraiment, l'idée, c'est de se dire, on va travailler sur un logiciel de ce type-là pour être sur quelque chose qui est proche du quotidien, mais qui n'est pas forcément, qui n'est pas non plus le quotidien. Au sens où, bah, là, justement, comment dire, pour mon patient, bah, le fait justement de devoir se dépêcher, de devoir s'organiser, d'avoir un timing, un compteur, c'est quelque chose qui va l'angoisser, lui, au niveau de son quotidien. Et là, justement, le fait d'avoir cet environnement-là dans lequel il va pouvoir développer une autonomisation des choses au fur et à mesure, ça va permettre un petit peu, alors, on n'est pas dans quelque chose de l'ordre du TCC, mais ça va quand même pouvoir le rassurer. Ça va pouvoir lui montrer qu'il est compétent, qu'il a vraiment des compétences et qu'il y a une amélioration des choses qui va se faire au fur et à mesure. Alors là, c'est un logiciel qui a été quand même pensé transversal. Est-ce que toi, tu l'utilises avec un patient qui n'a Ouais. pas, il a pas une pathologie vraiment très, très claire, très définie? C'est un profil totalement atypique. Ouais. Donc, autant cet exercice-là, on pourrait le proposer à des personnes TDAH Ouais, qu'à aussi. des personnes avec trisomie 21. Je vous ferai un exemple après, puisque j'ai calé ma sœur en réalité virtuelle. Vous verrez un petit peu ce que c'est que travailler en direct avec un patient, justement, sur cette question. Enfin, patient, c'était ma sœur, c'était pas un patient, mais de travailler en direct l'autonomie, justement, de ces personnes-là. Donc, toi, ici, tu es vraiment arrivé sur la question pratico-pratique. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, après, on l'a construit. Et après, on savait aussi où allaient être ses difficultés. Et le problème, c'est qu'il a tendance à divaguer un petit peu, à se laisser du temps sur certaines choses et en zapper d'autres. Donc là, l'objectif, c'est vraiment un peu ce qu'on appelle du drill, de l'entraîner pour qu'il ait un réflexe et qu'il se dise, tiens, après ça, j'ai ça à faire. Et que ici, on voit, il y a un timing qui apparaît et qu'il est capable de se dire, bon, il me reste X minutes. J'ai donc la possibilité de pouvoir faire peut-être d'autres choses quand j'ai terminé, de faire une tâche peut-être en avance par rapport à un score habituel, par rapport à un timing habituel et me laisser plus de temps. Donc, on a fait moult tâches. Voilà, il doit préparer ses habits, s'habiller. Voilà. C'est moi qui ai choisi le style. Des vêtements. Voilà, c'est magnifique. Polo vert, chaussettes jaunes, short rouge. Voilà, ça va être assez intéressant. Donc, ouais, non, on a fait pas mal de choses. On a vraiment fait la salle de bain avec le brossage de dents, je crois, jusqu'au bout. Voilà, il finit son café, il prépare, je sais plus, c'était mettre la table, ouais, c'est ça. Ouais. Et puis après, débarrasser, est-ce que il y a des choses qui peuvent arriver, quoi. Il y a des tâches, je dois nettoyer avant de partir. Vraiment, on a essayé de penser une routine du matin, pas notre routine, mais on connaissait de la routine du patient. Et Après, donc, l'idée, justement, c'est aussi la richesse de ça, c'est, comme le disait Lina, c'est que les choses peuvent être vraiment adaptées à la demande, quoi. C'est, bah, on va travailler ensemble sur vraiment quelles sont les étapes que vous faites, quelles sont les choses qui sont présentes, et après, on peut faire un petit peu de sorte de zoom si on retrouve dans les difficultés. Certaines étapes où il y a des difficultés pour le patient, bah, on peut tout à fait faire un zoom et retravailler dessus pour revoir quelles sont un petit peu ces choses, ces processus, les choses qui ont généré des difficultés en tout cas. et ça, Et du donc, coup, on est bien d'accord que ça ne dépend pas du tout de l'intelligence du patient. ouais, C'est pas quelque chose qui est prévu pour telle caution intellectuelle, tel trouble, etc. Là, toi, tu l'as pensé pour ton patient, spécifiquement pour lui. On aurait pu faire quelque chose de complètement différent pour un autre patient. Et donc, c'est ça qui, du coup, qu'on ouais, trouvait vraiment intéressant, c'est de se dire, on peut vraiment, c'est le mot que j'aime bien que tu dis, la modularité.
Ouais, c'est ça. Et On peut puis zoomer ou ouais. dézoomer. Et ça, c'était vraiment intéressant. Donc Ouais, ça, la c'est... particularité, ouais. Et puis même, je veux dire, du coup, ça peut même se faire, voilà, tout à fait pour les sujets âgés, pour voilà, les enfants, les ados, pour pouvoir justement au niveau des troubles du neurodéveloppement, au niveau de voilà, vraiment de différentes choses. Il y a vraiment cette utilité. Enfin, je sais que maintenant que j'ai développé, voilà, on va dire l'expertise, mais en tout cas, maintenant, le logiciel, c'est bon. J'ai pu quand même, j'ai eu une bonne formation, donc je peux le prendre en main. Et ça va vraiment me permettre de pouvoir créer des choses sur mesure. Donc du coup, là, je veux dire, voilà, c'est vrai que pour d'autres profils de patients, ça va. Je pense qu'il faut vraiment cette idée là, pareil pour moi, du coup, ça me demande quand même beaucoup d'adaptation. Donc, je pense qu'effectivement, pour des neuropsychologues qui peuvent être un peu plus âgés, qui peuvent être un peu moins à l'aise avec cette technologie, non, mais ce que Attention, je veux dire, c'est que attention. c'est ça, ouais. Ah bah après, bon, je commence à être âgé aussi. Mais je veux dire, même pour moi, au début, c'était difficile de. Ouais, il y a trop d'infos, il y a plein d'infos. Je me suis dit, oulala, ça y est, les 25 ans sont passés, mon fonctionnement exécutif, il commence à décliner, voilà, j'arrive plus à m'adapter. Mais non, non, c'est vraiment possible. Et puis voilà, l'idée, c'est que voilà, une fois que c'est en main, je pense que je vais vraiment pouvoir avoir. On revient sur le terme modularité, il faudra vraiment faire quelque chose sur ce truc modulaire, hein. Mais en tout cas, le fait d'avoir un peu ce truc-là, je pense qu'il y a même à gagner à pouvoir s'imaginer un peu, waouh, ok, là, il y a sa demande, comment est-ce que je vais pouvoir modéliser et vraiment l'accompagner sur mesure par rapport à l'outil? Parce qu'il y a vraiment il y a vraiment cette chose-là qui peut nous permettre de réfléchir de façon Mais individuelle. je voulais que tu interviennes là-dessus parce que, comme tu dis, l'accès à l'autonomie, c'est pas quelque chose qui est, pas dire 1 ou 0, c'est vraiment propre à chacun. Ouais. On peut être autonome avec certaines adaptations. Si ça se trouve, c'est quelqu'un qui n'a pas de difficulté, par exemple, pour préparer un repas, ou à l'inverse, c'est des difficultés pour préparer un repas. Mais si on prend une échelle comme l'IADL, Mm. la question, ça va être un peu, est-ce qu'il est capable ou pas capable? Mais du coup, il n'est pas capable. Mais si on se pose la question aussi de se dire, tiens, si j'ajoute une aide, si par exemple j'ai une livraison de repas, que j'ai déjà des repas qui sont prêts, que j'ai juste à utiliser le micro-ondes, en fait, finalement, cette personne-là, elle peut être autonome dans certaines choses et rester chez elle. Moi, c'est même, là, on peut même parler du coup de. La Vaillant est quand même plus complète, mais là, c'est pareil. Du coup, on est aussi. Enfin voilà, les items sont très disparates, quoi. Enfin, ok, c'est adapté à l'âge, mais là aussi, du coup, on touche à des choses. Là, on touche à des choses vraiment du quotidien, quoi. On est vraiment dans l'action, dans le faire. Enfin, on reste du coup, c'est pas le sport, mais je veux dire, on reste dans l'embodiment, dans la cognition incarnée, on est dans l'expérience. Alors, sur le côté embodiment de cognition incarnée, comme on est quand même Mais oui, sur des outils qui sont semi-immersifs, on ouais, sera un petit niveau en dessous quand même de en ce qu'on semi. pourrait avoir. Mais du coup, il y a d'autres avantages. Voilà. En tout cas, il y a deux questions auxquelles je pense qu'il peut être intéressant de répondre. Donc, il y a Mélanie qui nous demande, qui nous dit que c'est un outil fort intéressant pour travailler l'acquisition de l'autonomie. Par quel professionnel peut-il être utilisé? Il y a plusieurs possibilités, que ce soit pour des ergothérapeutes qui travaillent surtout le rendement occupationnel et l'autonomie sont vraiment fort axés là-dessus. Les ergothérapeutes, pour eux, c'est un outil qui est super parce que c'est vraiment écologique pour le coup. Après, les neuropsychologues qui commencent à s'intéresser aussi au côté écologique vont trouver énormément de bonheur à l'utiliser. Et aussi, surtout, l'avantage, c'est que comme c'est du numérique, digital, électronique, tout ce que vous voulez, c'est que vous relancez, ce sera toujours la même chose. Donc, vous allez pouvoir répéter, répéter, répéter et pouvoir avoir des mesures qui vont être fiables dans le temps, etc. Et vous allez pouvoir vous rendre compte de l'évolution. Et puis c'est un outil très transversal du coup, hein. Enfin, comme tu le disais, c'est cross profession, quoi. C'est C'est ça. vraiment ça la richesse aussi, hein, c'est que finalement un ergo peut apporter une touche qui du coup fait que l'expertise du neuropsycho va peut-être pouvoir en bénéficier un petit peu aussi. Parce que c'est pareil, je veux dire quand par exemple il y a un bilan qui est à faire, là je reviens sur les bilans, mais voilà, il y a des compétences que moi j'ai pas au niveau ergo et je préfère que l'ergo voit les choses, alors que pourtant on va dire le truc fait partie de la mallette des neuropsy. Enfin, c'est un peu débile de penser comme ça, mais je veux dire, effectivement, on a aussi chacun nos points de compétences et notre expertise. Et voilà, le fait de pouvoir mélanger ergo, neuropsy, psy TCC même, enfin, Même sans être thérapeute,
ou quoi que ce soit, une assistante sociale qui va pouvoir nous dire voilà ce qu'on peut mettre en place pour cette personne, voilà ce qu'on ne peut pas mettre en place pour cette personne. Rien que si tu as ces informations-là, tu sais sur quoi tu vas pouvoir travailler ou quelles sont les choses que tu vas ajouter. Si la personne te dit ben non, là où elle habite, par rapport à ses revenus, etc., les livraisons de repas, c'est pas possible, eh ben, va falloir travailler pour que ce soit ça. Alors, Mélanie, oui, effectivement, c'est un complément aux appartements pédagogiques. Je ne le répéterai jamais assez. La réalité virtuelle, c'est très bien. Mais si vous avez la possibilité de faire du réel, faites du réel. Ce sera toujours plus intéressant que faire du virtuel. L'avantage du virtuel, c'est que le patient il sera en totale sécurité. Vous pouvez aller au bout de l'erreur. Vous voulez cramer, renverser des trucs, faire cramer des choses, ce n'est pas un problème. Vous pouvez répéter plusieurs fois au sein même de la séance, ce qui est peut-être moins évident quand on utilise des appartements témoins ou thérapeutiques. On n'a peut-être pas toutes les pièces aussi. Parfois, on a la cuisine, mais on n'a pas la chambre. Là, ici, on a la cuisine, la chambre, on a un bureau. Donc, on est un peu plus large à ce niveau-là. Mais effectivement, ça peut être un très bon complément par rapport à ça. Et donc, la question d'Elina avant, c'était est-ce qu'après vous faites un accompagnant en vie réelle, comment vous appréciez le transfert dans la vie quotidienne? Alors, quand on a la possibilité d'avoir un appartement pédagogique ou en tout cas à côté, l'idéal, le meilleur paradigme pour moi à faire en rééducation ou en accompagnement, c'est de faire d'abord une évaluation au domicile, de voir comment se débrouille la personne, de reconstruire les difficultés dans l'appartement pédagogique pour obtenir son niveau de base, et ensuite de travailler en réalité virtuelle. De temps en temps, on refait des passages en appartement témoin pédagogique, thérapeutique, pour voir l'évolution. Et au bout d'un moment, on va voir au domicile et on voit si ça a vraiment eu un effet. Ça, c'est le meilleur paradigme. Il est complexe à mettre en place, très chronophage, mais c'est le paradigme le plus précis et le plus pertinent que vous pouvez mettre en place avec ce genre de pratique. Si ce n'est pas possible, et ben, classiquement, on fait des lignes de base dans l'outil de référence et on travaille sur des versions différentes et ainsi de suite, comme on fait classiquement avec des tests papier-crayon. Mais alors, après, effectivement, là, l'avantage, c'est que, ici, on peut le voir, hein, mettre la table, débarrasser, se laver, etc., c'est des choses qu'on peut très facilement évaluer. Voilà, mettre la table, on peut très facilement le faire. Et donc, on peut s'entraîner, on peut revérifier, etc., etc. Ouais, puis après, c'est vrai que là, je vais plutôt parler pour des contraintes, peut-être qu'en institution, c'est peut-être aussi plus faisable de pouvoir aller au domicile si ça fait partie effectivement des missions. Après, c'est vrai qu'au niveau du libéral, vu qu'il y a aussi, voilà, nous, on n'est pas remboursé. Je ne vais pas rentrer voilà, dans les détails, mais je veux dire, voilà, ça a des frais. Et puis, il n'y a pas tout le monde aussi qui peut se payer un neuropsychologue qui va intervenir à domicile, vérifier les choses. Donc là aussi, c'est vrai que d'un point de vue, on va dire, pour se rapprocher du plus de l'écologique par rapport à l'action libérale qui peut être proposée, c'est aussi une bonne alternative, je trouve, en tout cas par rapport à ce que je peux proposer. Et voilà, je m'y retrouve un peu plus parce que justement, à un moment donné, moi pour le coup, j'étais un peu à bout de souffle au niveau remédiation parce que voilà, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que je fais, je vais pas demander à des gens de barrer des trucs, je vais pas demander à des gens de faire des listes, voilà. Et donc du coup, ça permet aussi de remettre un peu en perspective les choses et de dire ah ouais, mais en fait notre métier c'est pas un vieux métier qui évolue pas, qui stagne. Et non, finalement, on peut se saisir de nouvelles choses et ça aussi c'est intéressant de pouvoir s'en saisir justement. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter tranquillement une application pratique où là, alors ma sœur a un certain degré d'autonomie, donc c'est pas quelque chose que j'ai fait avec elle comme si j'avais un patient, etc. Elle connaît ses objectifs, elle est sur des choses complètement différentes. C'était simplement pour avoir une illustration, comment dire, très simple, une illustration de tout ce qu'on pouvait proposer. Et voilà, donc je vais vous lancer ça. Ici, ça a disparu. C'est ici. Voilà. Ok. Donc là, ma sœur, elle va jouer un autre scénario qui n'est pas du tout celui de Mathieu, parce que là, c'est une autre problématique où en fait, j'ai repris un peu
les questions de l'IADL que j'ai simplement transformées en version VR, réalité virtuelle, pour voir un peu comment elle se débrouille d'un point de vue du comportement par rapport à des choses qu'elle fait d'habitude et par rapport à des choses qu'elle ne fait pas d'habitude. Donc, ma petite sœur, elle n'est pas très grande. Donc, il y a beaucoup de choses sur lesquelles elle a du mal, mais pas à cause de son handicap mental, mais parce qu'elle est vraiment pas très grande. Je voudrais pas dire de bêtises, mais 1m20, 1m30 peut-être. Donc, c'est pas forcément évident pour certaines tâches. Et il y a des trucs, du coup, qu'elle fait pas à la maison, ou que mes parents font, sans se dire peut-être qu'elle pourrait le faire. Ils n'ont jamais laissé l'occasion de faire. Donc, ici, ça va être un peu l'occasion. Donc là, l'objectif, ça va simplement être pour elle d'entretenir la maison que vous allez visiter. Alors, ma sœur sait lire, mais par rapport à la vitesse d'exécution, ça va être un peu compliqué. Donc, du coup, j'avais deux possibilités. Soit je répète avec elle le texte, je suis à côté d'elle, je peux travailler directement avec elle. Et ça, du coup, c'est extrêmement intéressant. Ou bien, j'aurais pu mettre un audio en plus, répéter un temps plus long pour lui laisser le temps de lire la consigne, etc. Tout va dépendre de ce que vous voulez. Si vous, de la relation que vous avez aussi avec le patient. Donc là, ici, très simple, elle doit commencer par le linge. Donc, elle va chercher la buanderie qu'elle va finir par trouver en cherchant un petit peu. Parce que voilà, c'est pas sa maison, c'est une maison. Voilà. Donc là, elle me dit, OK, j'ai identifié la machine. Et en fait, par elle-même, elle a compris qu'elle allait devoir décomposer les choses. Donc, elle sait qu'elle va devoir ouvrir le tambour, mettre les affaires sales, fermer le tambour, ouvrir pour mettre le produit et ainsi de suite. Elle ne s'est pas entraînée à ça, elle a réussi à le faire d'elle-même. Je ne dis pas que toutes les personnes trisomiques ou avec des difficultés mentales ou une déficience mentale auraient pu le réussir de suite, mais j'aurais très bien pu décomposer avec, comme tu disais, peut-être plus d'aide, plus de visuel, etc. Alors pour ma soeur, j'aurais peut-être dû pour sur certaines choses, mais ne sachant pas à l'avance, c'était un peu un one-shot. Je ne savais pas forcément où seraient ses difficultés et où seraient ses facilités. Et donc maintenant que j'ai un peu ça, en fait, je pourrais reconstruire le scénario en lui proposant les aides adaptées. Et ainsi, j'aurais pu favoriser son expérience et son autonomie au sein de l'environnement. Après, l'objectif serait été de voir dans le réel si elle aurait été capable de le faire. Donc, je l'aurais d'abord mis devant la machine à laver. Je lui aurais dit, vas-y, lance une machine. J'aurais vu ses difficultés, je les aurais travaillées. Et après, je les aurais remis dans l'environnement. En vrai, en lui disant, voilà, est-ce que tu peux me refaire une machine et voir si le temps a diminué, si le nombre d'erreurs a diminué, si c'est donc, du coup plus automatisé. Et si c'est automatisé, c'est que c'est bien acquis. Donc voilà. Donc ici, plusieurs choses, on ne va pas tout détailler. Voilà, elle prend quand même pas mal de temps juste pour lancer la machine, mais je pense qu'avec le temps, l'apprentissage, elle aurait automatisé ça un peu plus. Donc là, la prochaine étape, si je ne dis pas de bêtises, ah oui, elle doit chercher des tâches et les nettoyer. Donc voilà, pour garder son intérieur propre. Elle doit ranger un petit peu, elle va devoir préparer des cuissons. Voilà, elle va devoir gérer la cuisson d'un poulet. Alors, ma sœur travaille dans un ESAT au niveau de la cuisine, donc c'est pas une cuisinière, parce que c'est des choses, elle fait d'autres choses dans la cuisine. Mais classiquement, à la maison, elle ne mettrait rien dans le four et on ne lui laisserait pas la possibilité de gérer les temps de cuisson. Parce que ça s'est jamais posé comme question, très clairement. Et peut-être qu'en fait, elle en aurait été capable. Du coup, c'est un peu ça aussi, cette problématique et cette question. C'est en fait, comme ce sont des gens qui ont des difficultés, on fait peut-être un peu trop pour eux. Et du coup, la question, c'est est-ce qu'on n'aurait peut-être pas dû les laisser se débrouiller un petit peu, faire des erreurs, faire des bêtises. Alors, peut-être pas sur la cuisson d'un poulet, où là, ça peut être dangereux, mais justement, profiter de ce genre de choses pour tester un petit peu. Et voilà. Je ne sais pas, toi, Mathieu, par rapport à des patients que tu as l'habitude, est-ce que tu n'as pas l'impression que parfois les parents font peut-être beaucoup de choses à la place de leurs enfants et bride un peu cette question de l'autonomie? Complètement. Après, c'est vrai que pour ça que, comme on disait avant, c'est bien de prendre en compte le système familial en fait, hein, ou même le système de manière générale de la personne. Parce que oui, après, bon, il peut y avoir plein de choses. Effectivement, la crainte que la personne ne se blesse, aussi parfois des choses un peu rigides, hein. Par exemple, un parent qui supporte pas qu'un enfant mette des taches partout.
parce qu'il va falloir nettoyer la cuisine, parce qu'il va falloir voilà, en général, ça peut être beaucoup de choses là. Et c'est vrai qu'après, il faut souvent revenir sur le fait que bah, l'expérience, c'est quand même quelque chose d'important. Et justement, enfin, là, par exemple, on parle pour la trisomie 21, mais pour le TDAH, c'est la même chose. Hein. Finalement, le problème du TDAH, c'est quoi? C'est le problème des fonctions exécutives, donc le fait de s'adapter à la nouveauté, de contrôler un comportement. Et en fait, bah, si on n'expérimente pas, on ne peut pas créer de script, on ne peut pas créer de schémas automatiques qui peuvent s'activer et qui ne nécessitent plus les fonctions exécutives. Donc finalement, c'est vrai que moins on va apprendre à développer des schémas d'apprentissage et plus on va être dépendant du fonctionnement exécutif et finalement, plus le jour où on sera confronté à des situations qui les mobilisent, bah, où on va, entre guillemets, se planter. Donc, Ouais, donc, cet tu aspect-là est vois, aussi important. laisser, laisser se tromper dans la mesure où il n'y a pas de mise en danger. Ouais. Bah, puis, Alors, puis même la base, enfin, finalement, l'erreur est quand même enfin, c'est la base de nos apprentissages. Euh, c'est de faire des erreurs, pour pouvoir se réajuster, pour pouvoir apprendre de ces erreurs. Après, effectivement, il y a erreur et erreur, on va dire, il y a oublier un carton de pizza dans un four et que ça crame dans le four, voilà, et je sais pas, oublier de ranger un truc, quoi. ouais, c'est pas la même chose. Alors, il y a Virginie qui dit que l'autonomie, c'est le gros point noir dans le TDAH. C'est le gros point noir, je pense, dans beaucoup de pathologies. Euh, Mm. hélas. Hélas. Et effectivement, mais la question, ça va être de savoir qu'est-ce qui fait ils ont des difficultés à l'autonomie. Et comme disait Mathieu, c'est de pouvoir aussi un peu décomposer quelles sont les problématiques et travailler dessus en zoomant un peu sur le truc. Parce que finalement, on se dit, OK, l'autonomie, c'est ça, ça, ça et ça. Je le mets en situation et en fait, il n'y arrive pas. Mais peut-être que finalement, il y a peut-être juste un truc qui manque ou à travailler pour que ce soit efficace. Je ne veux pas dire que ce soit hyper parfait, performant, etc., mais que ce soit fonctionnel. Voilà, tout Ouais. simplement du côté fonctionnel. Alors oui, je peux perdre un peu de temps, je peux flâner, je peux divaguer, etc. Parce que souvent, un peu le problème du TDAH, c'est que ça fluctue. C'est que des fois, il va être speed et des fois, il va se laisser aller tranquille et voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place, faire des tentatives et montrer aussi aux parents que il est capable d'eux, montrer à la personne qu'elle est capable d'eux et aussi booster un peu son estime et qu'elle se C'est ça, dise ouais. waouh, Et après, je suis capable d'eux. l'idée, c'est peut-être après de travailler aussi sur des concessions. C'est vrai que finalement, après, il y a effectivement, c'est souvent, et c'est ce que peut dire Sébastien Rard et Maïva aussi, hein, c'est souvent au niveau de la, comment dire, des attentes parentales aussi, souvent qu'il faut réajuster les choses. C'est-à-dire qu'effectivement, ouais, il y a des difficultés au niveau de l'autonomie, il y a enfin, ces choses-là, mais c'est vrai que parfois, le fait de diminuer un peu la rigidité, fait que bah voilà, ça peut aussi amener quelque chose de plus souple. C'est-à-dire que bon, voilà, effectivement, l'idée, c'est pas que la cuisine soit en chantier, mais effectivement, si il y a un petit peu de tâches de farine par-ci par-là et qu'il faut passer derrière, enfin, Et plus on va avoir de tâches de farine, et potentiellement moins on risque d'en avoir au fur et à mesure, quoi. c'est ça. Puisque la personne va apprendre, va aussi chercher à s'améliorer, et on va l'aider à ça. Comme, voilà, moi, la dernière fois, j'ai laissé mon fils m'aider à faire des crêpes. La farine, il a rentré gramme par gramme. Il y avait plus de farine à côté que dedans. C'est pas grave. C'est pas grave. Il était content, il a fait une activité, il a maîtrisé un nouveau geste, et maintenant, prochaine fois qu'on fera des crêpes, peut-être que ce sera un peu mieux. Et c'est exactement pareil. Je pense qu'il faut laisser faire. Il faut leur permettre de s'entraîner Ouais, vers c'est vrai l'autonomie. que, l'idée, c'est que là, on a une idée des compétences qui sont là, et après, on peut plus se baser justement sur ces choses un peu plus plaisir, quoi. C'est ce que disait Frédéric avant, hein. C'est finalement, voilà, il y a souvent une grosse pression mise sur ces choses-là, et en fait, on oublie aussi le truc important, c'est voilà, c'est le fait d'avoir aussi des moments d'échange, avoir aussi cet aspect émotionnel qui est aussi important finalement dans toutes ces choses-là. Il y a effectivement on va dire les performances, mais à côté, il y a aussi d'autres choses qui sont très importantes. Ça va, ça va, ça va. Donc, si on résume, le problème des tests, c'est que c'est beaucoup trop subjectif et que du coup, on crée des tableaux cliniques où, en fait, finalement, on ne se rend vraiment pas compte de la
capacités et des possibilités des gens. Et puis surtout le pouvoir que ça a, puisque enfin, voilà, je me dis quand même une personne qui, c'est encore très connoté, hein, on va dire, même si c'est qu'un chiffre et qu'on explique aux gens que c'est qu'un chiffre, bah, je sais pas, on est quand même étiqueté à un moment donné, et puis même ça fait mal à l'estime de soi d'avoir ce truc de vous avez un QI de déficient, mais alors qu'en fait à côté, on va dire, il y a des compétences, c'est juste qu'en fait sur cette manière d'évaluer la chose, effectivement, c'est difficile, il y a des choses qui sont moins fonctionnelles, mais en fait, il y a quand même des choses qui sont là, quoi. Mais c'est ça, c'est qu'il existe quand même des choses, il faut simplement les trouver, Ouais, appuyer dessus, comme on devrait faire c'est ça. dans Et dans je notre pense que métier. c'est là où notre rôle est important, c'est de pouvoir mettre ça en évidence Le problème, c'est que notre rôle, les outils qu'on nous donne, c'est des outils qui ne nous permettent pas de jouer ouais, notre rôle pleinement. Mais là, si on commence, on est parti pour toute la nuit. c'est ça. Et voilà, c'est des débats qu'on a la chance tous les deux de pouvoir faire, pas qu'on a pu faire toute cette semaine et que c'était vraiment intéressant et qu'on relancera encore. Mais je pense qu'on fera un webinaire là-dessus sur la limite des outils actuels et le fait que c'est clairement, moi je trouve, ça va être un peu violent ce que je vais dire, mais je trouve que c'est complètement les outils qu'on propose aujourd'hui, papier, crayon, les questionnaires, les choses comme ça, sont clairement en train de tuer la profession. Entre tous les neuropsy, enfin beaucoup de neuropsy que je connais qui me disent j'ai plus de sens dans mon travail, je ne comprends plus ce que je fais, je suis perdu. C'est pas marrant, hein, mais parce qu'effectivement entre ce qu'on nous vend au début et finalement ce qu'on finit par faire, c'est un poids de mesure. Mais bon, on fera, je pense, un sujet spécial là-dessus. J'ai plein de gens à inviter sur Ouais, ce sujet-là s'ils acceptent d'en parler. Mais effectivement, je pense qu'il y a une perte de sens par rapport à ça, alors que moi, quand j'utilise ça, je vois tout le sens. Le patient, il est venu avec un problème précis en me disant, voilà, je veux faire ça. Ok, je vais voir si déjà c'est faisable. C'est faisable, pas faisable. Dans quelle mesure je peux vous aider, pas vous aider. Et on y va et on va voir là où ça coince, pourquoi ça coince. Et ensuite, on va travailler pour décoincer un peu ça. Ça va? On va laisser un petit peu de temps pour les questions et les réponses. Et puis après, on clôturera ouais. tout ça. Comme ça, je pense que tout le monde sera content de ne pas finir trop tard. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si jamais l'outil, ça vous intéresse, que vous voulez en savoir plus, tout en haut, vous avez un petit truc, choisir une date. Je ne sais pas si vous le voyez. Oui, il y en a un. Vous cliquez là, vous avez accès à mon agenda et voilà. Et on peut prendre un temps pour discuter, aller plus loin, poser la question pour vos patients, pour autres, voilà. Enfin, en tout cas, je suis là pour répondre plus en détail à vos questions et prendre un temps avec vous pour vous aider aussi si vous posez des questions sur les tests et sur ce que vous faites. Il n'y a pas de souci. Je vais devenir le psychologue des neuropsychologues. Donc là, voilà, ma sœur, elle a réussi. J'ai pas été jusqu'au bout parce que c'est 45 minutes où elle travaille, sachant qu'avant, elle a fait 20 minutes d'apprentissage, donc elle est quasiment restée un peu plus d'une heure. Donc à la fin, elle commençait à le fatiguer aussi. C'était la fin de journée, elle avait déjà travaillé, je crois qu'il est 18 heures. On le voit, elle est KO. Ouais. J'ai pas été au bout avec elle, mais c'est quelque chose qu'on aurait pu, par exemple, couper euh, pour qu'elle puisse faire une autre partie et puis après, au fur et à mesure, travailler aussi pour augmenter l'endurance cognitive. Bon, bah, en tout cas, il n'y a pas l'air d'avoir de questions directement. C'est pas grave. C'est que tout a été clair et que ça a pu répondre à plein de questions. J'espère. En tout cas, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Moi, c'est un sujet qui me touche moi personnellement, donc forcément, j'ai pris énormément de plaisir à l'échanger. Je pense qu'on peut-être en le tournant différemment, on aurait pu avoir un public plus large, mais en tout cas, ce qui était déjà bien, c'est qu'on avait un public qui était intéressant, qui a posé des questions. Et donc ça aussi, c'est déjà le principal, c'est déjà ça. Clairement. Donc voilà. Merci Virginie.
Merci. Merci Elina. Bah oui, on espère que que c'est prometteur. Ça devrait être, c'est déjà disponible, on va dire, en vente. Il y a encore des choses à structurer, mais voilà. En tout cas, l'exercice que vous avez vu de Mathieu ou de la routine matinale, lui, il est disponible. Vous pouvez l'utiliser dans le logiciel. Et donc mardi sur la chaîne, il y aura la vidéo complète avec les commentaires de Mathieu sur ça. Donc très intéressant. Et il y a encore d'autres choses que Mathieu nous fera découvrir. Bon, bah parfait. Bah, s'il n'y a plus de questions, du coup, je vous remercie tous d'avoir été présents tout au long de ce webinaire qui est en format d'1h30. Et bah, voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Oui, bonne soirée. Puis merci pour Au l'invitation. plaisir de vous. Merci à toi, Mathieu, d'avoir répondu présent. Bonjour chez toi. Et, De même. pour les auditeurs aussi, bonjour chez vous. Et donc, n'hésitez pas à revenir vraiment vers moi ou vers nous même pour poser des questions plus pratico-pratiques pour l'avenir, votre avenir et surtout l'avenir de la profession et surtout comment mieux aider vos patients. Une bonne soirée à tous. Bonne soirée.